Alors, pour démarrer, quelques éléments sur la société G-Expertise, qui est aujourd'hui un groupe d'ingénierie, historiquement cabinet de géomètre expert, depuis 1785. Et nous avons donc la fierté de pouvoir travailler sur l'ensemble de la France, aux quatre coins, je dirais. D'ailleurs, nous avons notre directeur du département bâtiment et Verdé, Ludovic, aujourd'hui, qui est dans les Hauts-de-France, à Lille. Nous avons évidemment notre siège social donc en région parisienne à Sèvres, et enfin d'autres agences davantage dans le sud, une au Soleil à Toulon, à la Seine-sur-Mer plus précisément, une à Bordeaux pour la région Aquitaine, et bien sûr une agence sur Lyon pour représenter l'agence Rhône-Alpes. Et vous voyez aussi que nous avons une filiale 100% G-Expertise en Tunisie, répartie sur la capitale Tunis et Sousse. Et nous sommes aussi assez fiers de la répartition et la parité, on va dire, hommes-femmes qu'il peut y avoir dans notre groupe d'ingénierie. C'est pas toujours courant dans un groupe d'ingénierie dans le monde du BTP et de l'immobilier. En tout cas, nous y travaillons, bien sûr. En termes de chiffres, alors bien sûr, je ne vais pas vous décrire tous les chiffres de la société aujourd'hui. Il y a un point, et j'aime bien mettre le parallèle entre le fait que nous existons depuis 1785. Alors, vous imaginez pas en tant que géomètre expert, puisque la profession n'existait pas à l'époque, mais nous avons pu travailler sur des archives très anciennes. Nous sommes à la base un métier réglementaire, ordinal, mais au-delà de ça, nous sommes aussi très tournés sur les nouvelles technologies, l'innovation. On se consacre 3% du chiffre d'affaires aujourd'hui à justement les nouvelles méthodes d'acquisition, les nouvelles méthodes pour concevoir un bâtiment, gérer un bâtiment. Et donc voilà, ça permet de pouvoir mettre le parallèle entre un métier réglementaire avec nos assurances, nos garanties et notre expertise sur les différents métiers, que ce soit d'ailleurs les métiers de géomètre expert, de diagnostic, de maîtrise d'œuvre, mais aussi voilà cette appétence pour les nouvelles technologies. Si on passe à la slide suivante, on a ce cycle de vie du bâtiment que je pense que vous connaissez tous très bien, qui est connu depuis l'avènement du BIM dans les années 90. Simplement pour mettre en exergue aussi la phase acquisition-cession sur laquelle nous intervenons également, on a l'opportunité, la capacité d'accompagner l'ensemble de nos clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment de par la pluridisciplinarité de nos activités. Et justement, on va pouvoir le voir sur la slide suivante, ces différentes activités sont représentées du coup par différents profils très pluridisciplinaires. Bien sûr, Emeric qui représente nos diagnostiqueurs aujourd'hui, Ludovic sur la partie ingénierie. Alors, on va dévoiler un petit secret, ancien géomètre, enfin de formation géomètre également, mais aujourd'hui représentant notamment l'ingénierie de la construction et donc la maîtrise d'œuvre, les audits, très d'ailleurs corrélés avec les diagnostics, mais les audits énergétiques, les audits investisseurs, les audits résilience, enfin l'ensemble des audits que nous pouvons réaliser pour faire un état des lieux des bâtiments, une partie maîtrise d'œuvre, mais aussi du génie urbain et les voiries réseaux divers. J'en ai déjà dit un petit peu d'ailleurs sur la slide suivante, mais vous avez donc un ensemble de profils qui amènent donc une lecture de bâtiments très pertinente et une complémentarité de compétences sur des projets qui amènent donc à des résultats optimisés. Et donc tous ces profils-là et ces prestations peuvent se retrouver donc dans 3 départements bien distincts. Le département immobilier qui représente donc l'ingénierie topographique et foncière, où là vous allez retrouver les prestations principales d'un cabinet de géomètre expert, les diagnostics réglementaires évidemment, donc les diagnostics immobiliers à réaliser sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, que ce soit des diagnostics avant travaux, avant démolition, que ce soit les diagnostics en gestion et en copropriété, et Emeric en parlera davantage tout à l'heure, et évidemment les diagnostics dans le cadre de session. Et puis, vous avez une dimension sur la détection des réseaux, intéressante aussi dans le cadre de réhabilitation. Donc, une petite question qui a été posée dans le fil, Léa. Oui. Pour moi, là, ouais, voilà. Alors, êtes-vous affilié à Coach CoPro? Alors, Marie-Hélène, merci pour cette question. Je ne sais pas si Ludovic ou Emeric, vous avez une réponse avant moi, mais pour ma part, je n'ai pas connaissance de Coach CoPro. Non.
Non, non, on n'est pas affilié à Coach CoPro pour l'instant. C'est à l'étude. C'est à l'étude. Mm. Super, merci pour la réponse, Aymeric. Marie-Hélène, en espérant avoir répondu à votre question. Je me permets de continuer donc sur le département donc bâtiment et VRD, voirie réseau divers, comme je le disais tout à l'heure, représenté par Ludovic, étant le directeur du département. Donc là, on est davantage sur l'ingénierie de la construction et donc du génie urbain, comme je disais, avec des prestations périphériques et complémentaires à celle du métier de géomètre expert dans le cadre d'un projet, notamment dans les phases amont de conceptualisation de projet, donc sur de la maîtrise d'œuvre, du génie urbain et les audits, comme j'expliquais tout à l'heure. Marie-Hélène, vous rebondissez du coup sur votre question en mentionnant notamment pour bénéficier de l'aide des 5 000 pour le DTG, sinon aucune aide de la métropole Grand Paris. Mais c'est pour ça qu'on y travaille. Merci pour cette information. En tout cas, Marie-Hélène, effectivement, le pôle diagnostic sont sur le sujet. Et pour terminer, le département BIM-SIG, donc il y a une dimension plus data, ingénierie de la donnée immobilière, où là, nous allons développer autant des chaînes de production que des plateformes et des réflexions autour justement de la centralisation, la numérisation de la donnée et donc l'importance aujourd'hui d'avoir une donnée fraîche, mise à jour et connectée. Donc voilà, vous voyez que ce sont des dimensions un petit peu plus périphériques, encore une fois, mais toutes aussi complémentaires de par, j'allais dire, notre cœur de métier qui est l'acquisition de données et la production de cartographie, de diagnostics et de plans. Je me permets donc de passer la main à Aymeric sur la slide suivante. Si je ne me trompe pas, je pense avoir fait le tour sur G-Expertise. Évidemment, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et je laisse donc la parole à Aymeric. Merci à toi. Merci Léa. Oui, donc pour rentrer dans le cœur du sujet, donc le plan pluriannuel de travaux, le sujet du jour. Donc le plan pluriannuel de travaux, vous le connaissez, il est issu de la loi climat et résilience de août 2021. Et cette loi entraîne quand même beaucoup de nouvelles obligations dans l'immobilier. Dont le PPT. Donc le plan pluriannuel des travaux, c'est un document qui est élaboré donc par la copropriété pour gérer les échéances des travaux à venir et également budgéter ces travaux à venir. Les objectifs, c'est effectivement donc la sauvegarde des bâtiments, la sécurité des personnes qui occupent ce bâtiment et également l'amélioration énergétique de l'ensemble du parc immobilier français au fur et à mesure des travaux qui seront réalisés. Donc c'est dans le cadre, les immeubles impactés, c'est les immeubles qui ont plus de 15 ans et qui en fonction du nombre de lots, il va y avoir une date d'échéance de copropriété. Je vois une question de Marie-Hélène, très active, Madame Bianchi. Donc, c'est une bonne question, effectivement. Le DPE collectif est obligatoire après que le PPT le soit. C'est la réglementation et ça c'est une bizarrerie. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça dans ce sens-là. Dans l'autre, ça aurait été plus cohérent, mais bon, malheureusement c'est pas nous qui gérons ça. Voilà. Je me permets juste de reformuler la question à l'oral de Marie-Hélène pour les personnes qui n'auraient pas le fil de discussion sous les yeux. Mais effectivement, Marie-Hélène soulevait une bizarrerie, comme effectivement le reprenait Ludovic, sur, on va dire, l'ordre du DPE collectif et du PPT. Mais comment se fait-il effectivement que les copros de moins de 50 lots, le DPE collectif soit effectivement obligatoire à partir de 2026, alors que le PPT l'est déjà un an avant, au 1er janvier 2025. Et effectivement, je pense que tu peux nous en dire aussi un mot supplémentaire, Aymeric, mais sur, on va dire, la cohérence et justement les dates de sortie des décrets,
décrets, des obligations, les réglementations sont pas toujours très claires. On impose des règles avant de sortir des décrets clairs. Voilà, sur ce flou et malheureusement qui n'est pas de notre ressort, mais effectivement on a pu constater à plusieurs reprises ce genre de problématique. Ça arrive assez régulièrement, effectivement. Je pense qu'il y a un manque de coordination entre eux au moment de la sortie des textes et ils en discutent pas. Donc pour les immeubles de plus de 200 lots, le PPT est obligatoire depuis janvier dernier, enfin janvier de l'année dernière, pardon. Et le DPE est obligatoire que depuis le 1er janvier 2024. Donc il y a vraiment une incohérence entre les deux. Il y a un an de décalage sur l'ensemble des copropriétés. Ils ont gardé les mêmes ratios de nombre de lots, mais ils ont un an de décalage. Voilà, c'est le législateur a choisi comme ça. Alors pourquoi? Je pense que c'est assez habituel parfois. Et dans le diagnostic, en tout cas, on a souvent des bizarreries comme ça. C'est assez fréquent. Ouais, Ludo? Oui, donc je voulais juste dire que il y avait aussi, parce qu'on a le droit aussi de se poser des questions entre nous, et avant que le client, enfin les participants ne posent la question, il y a aussi celle de la définition du lot. Est-ce qu'on est sur des lots principaux ou sur des lots? Alors on est sur des lots d'habitation. C'est les lots principaux. Ok, donc tout ce qui est cave et tout ce qui est parking, habitation, commerce, mais tout ce qui est cave et parking ne vont pas rentrer en ligne de compte. Voilà. Ok. Tu veux qu'on continue la slide suivante? On va rester là. Donc pour l'instant, pour décliner, donc plus de 200 lots, c'était janvier dernier, de 51 à 200 cette année, au 1er janvier de cette année, et l'année prochaine, c'est pour les lots, les immeubles de moins de 50 lots. Donc qui peut les faire, hein, il y a des bureaux d'études, des architectes, des thermiciens qui peuvent réaliser ces projets de plans pluriannuels de travaux, à condition qu'ils aient une assurance civile professionnelle qui couvre cette activité et qu'ils aient une attestation, qu'ils attestent sur l'honneur qu'ils soient impartials et indépendants vis-à-vis de leur donneur d'ordre. Et je me permets d'appuyer sur ce point, Aymeric, et de préciser et de toujours faire attention aux interlocuteurs diagnostiqueurs, parce que ça arrive souvent malheureusement de faire face à des diagnostiqueurs qui n'ont pas ces assurances, n'ont pas ces attestations, et donc qui peuvent délivrer de la documentation erronée, peu exacte, ou en tout cas pas qualifiée au titre de ce qu'on devrait avoir. Et évidemment, chez G-Expertise, nous avons l'ensemble de ces attestations et assurances avec un pôle diagnostic interne et une équipe entière avec toutes ces compétences-là. Chaque intervenant, chaque diagnostiqueur a ce rôle avec ces attestations et ces assurances. Évidemment, Aymeric, je te laisse confirmer, mais voilà. Je me permets d'avancer. Tu as bien raison. Et chez Ludovic, avec bâtiment et VRD, vous avez un architecte, vous avez des thermiciens. Donc vous pourrez couvrir l'ensemble des compétences. On n'est pas obligé de faire l'ensemble de ces compétences, mais il faut au moins une de ces compétences, mais nous, il s'avère qu'on a les trois. Donc là, on peut passer à la slide suivante, Ludovic, s'il te plaît. Donc voilà. Donc le PPT, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir l'ensemble de la liste des travaux qui sont nécessaires donc à la sauvegarde de l'immeuble, à la santé et aux économies d'énergie nécessaires. Et donc il y aura aussi une estimation donc du DPE qui est obligatoire pour avoir un DPE complet, pour avoir un PPT complet, pardon. Et vous avez un état des lieux de l'immeuble pour voir l'ensemble des dégradations qui ont pu subvenir. Voilà. Et à la fin, vous aurez une estimation sommaire, mais malgré tout assez précise, des travaux qui sont préconisés par le diagnostic.
Je me suis permis de rebondir sur la question de Quentin. Effectivement, les dates qu'on a mentionnées juste avant sont bien les dates à partir desquelles le PPT est obligatoire en fonction du nombre de lots. C'est-à-dire que si on revient sur la slide suivante, c'est que déjà pour tous les immeubles avec plus de 200 lots, le PPT aurait déjà dû être fait depuis le 1er janvier 2023. Pour les copros de 51 à 200 lots, le PPT aurait déjà dû être réalisé déjà depuis 2 mois dès demain. Et puis, cette obligation sera pour les 50 lots à partir du 1er janvier 2025. Voilà pour la petite précision. Voilà. Donc, si vous pouvez revenir sur le... Oui, on va passer sur la slide suivante. Pardon, Émeric, pour cette... Je t'en prie, je suis perdu. Donc une estimation des coûts qui sera réalisée par à la fois les économistes de la construction que nous avons en interne, par les thermiciens qui peuvent apporter aussi des précisions sur les recommandations qui sont faites pour l'ensemble de l'immeuble. Et à partir de là, on vous remettra donc un projet de plan pluriannuel de travaux qui doit être voté par la copropriété. Voilà. Donc là, c'est sur la slide d'après. Donc, qui va voter le plan pluriannuel, le plan pluriannuel de travaux? Donc, ça va être mis à l'ordre du jour donc de la copro pour le choix des prestataires. Et une fois qu'il est réalisé, ça doit être voté par à nouveau par l'Assemblée générale pour accepter le plan cette fois-ci et pas le projet. Voilà. Donc, s'il y a des travaux qui sont prévus dans les 10 années de validité du plan pluriannuel de travaux, ça doit être voté à la majorité absolue. Donc, ce PPT, il est contrôlé par le maire et par le préfet. Donc c'est eux qui peuvent demander à tout moment s'il y a un PPT qui a été fait. C'est surtout en cas de sinistre sur les immeubles ou d'avis de péril qui vont s'occuper de ce projet de PPT et de savoir si ça a été réalisé. Voilà. Autrement, il n'y a pas de contrôle de fait et par qui que ce soit d'autre. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Je vois que je me permets de rebondir le temps qu'on change de la slide, change de slide. Je vois beaucoup de questions dans le fil de discussion et et j'apprécie beaucoup. Je vois l'intérêt suscité et des questions très pertinentes. En question sur le DPE et le DTG, nous allons y venir. Émeric arrive dans quelques slides sur le DTG, effectivement, et la réalisation du DTG dans le cadre du PPT. Donc, nous vous répondrons à cette question-là et je me permets aussi de répondre au fur et à mesure dans le fil du discussion à l'écrit pour éviter de perturber de trop les explications d'Émeric. Je t'en prie. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 points d'entrée. Il y a 2 points d'entrée pour réaliser le document de plan pluriannuel de travaux. C'est le DTG ou le DPE immeuble qui vont nous servir à réaliser le projet. C'est l'un ou l'autre. Et l'un et l'autre. C'est comme vous le souhaitez. S'il n'y a pas de DTG, parce que l'immeuble n'a pas été mis en copropriété récemment, ou alors il n'avait pas été voté à l'entrée, on pourra partir que du DPE immeuble pour le faire. Logiquement, le plan pluriannuel de travaux peut être réalisé, en tout cas par les diagnostiqueurs, par la page expertise, sans avoir de visite préalable, qu'à partir des documents fournis. Si vous avez déjà un DPE à l'immeuble et déjà le DTG de l'immeuble, on peut partir de là pour faire le projet de plan pluriannuel de travaux, puisqu'il n'est qu'un document plus administratif chiffré.
Donc pour pouvoir réaliser ce document, il faudra qu'on puisse faire donc à minima le DPE à l'immeuble. Donc le DPE à l'immeuble, pour faire une présentation rapide, donc il sera obligatoire qu'à partir de l'année prochaine pour les, les copropriétés de moins de 50 lots, mais il est nécessaire pour réaliser le plan pluriannuel de travaux. Donc il faut qu'on puisse visiter un logement de chaque typologie. Donc soit un T1, T2, T3, un logement sur chaque type de plancher, c'est-à-dire un plancher bas si ça donne sur le sous-sol, les parkings et autres. On va dire après un appartement en étage intermédiaire et les appartements au dernier niveau. Et comme ça, on pourra avoir un ensemble un échantillonnage complet du type d'appartement que vous avez en place. Évidemment, il faut aussi qu'on puisse voir les appartements avec des modes de chauffage différents et s'il y a des fenêtres différentes, des types d'ouvrants, il faut qu'on puisse voir l'ensemble de ces types d'ouvrants. Alors, je me permets juste de rebondir sur la question de Marie-Hélène qui rebondit sur ce que tu viens de décrire, Aymeric. Dans le cas d'un immeuble indivisible avec 3 entrées, soit un bâtiment. Alors, c'est sur un bâtiment. Normalement, c'est au bâtiment. C'est pas au hall d'entrée. Évidemment, si on a des appartements qui sont différents ou des choses, enfin des murs différents, des isolations différentes qui ont été faites au fur et à mesure de la vie de cet immeuble, ou si les années de construction sont différentes, on va les considérer de façon unique. Mais ça va dépendre de l'historique de l'ensemble de l'immeuble. Merci pour ta réponse, Aymeric. Donc voilà, donc globalement, quand on est de 31 à 100, il faut qu'on puisse voir à minima 10% des logements, tout en respectant évidemment les critères initiaux. Donc, mais il faut qu'on puisse voir à minima 10% des logements. Et plus de 100 de logements, on est 10 plus 5% du nombre total d'appartements dans l'immeuble. Voilà. Donc c'est le ratio de façon à avoir un échantillonnage complet et le plus précis possible. L'intérêt de procéder par échantillonnage quand on a un immeuble qui est géré de façon assez homogène, ça nous permet de ne pas être obligé de rentrer partout, parce que une des plus grosses difficultés du diagnostiqueur, c'est d'accéder aux différents logements. Donc là, on peut, grâce à on va dire un échantillon préparé en amont sur plan, avoir les accès nécessaires à l'ensemble de l'immeuble. Si les personnes nous ouvrent. Si les personnes nous ouvrent, mais en général, quand on est sur des propriétaires, ils nous ouvrent tous parce qu'ils sont bien conscients de leurs obligations. C'est parfois plus difficile avec les locataires, mais on finit toujours par réussir à rentrer à un moment ou à un autre. Faut faire le forcing, mais bon, on ne campe pas devant leur porte sur le paillasson, mais presque. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante, Ludovic, s'il te plaît. Et on va parler effectivement du DTG. Il y a eu plusieurs questions dans le fil du discussion, mais je te laisse effectivement expliquer, Aymeric, l'enjeu du DTG dans le cadre du PPT. Il y avait une petite question d'ailleurs, et je pense que tu vas y répondre en faisant cette explication. Mais est-ce que le syndic peut lui-même imposer de réaliser, de faire un DTG et un PPT, donc imposer le DTG. Et Marie-Hélène mentionnait que le DTG était une démarche volontaire, donc je te laisse éclaircir un petit peu toutes ces questions sur réglementaire, volontaire, DTG dans le PPT. Alors, le syndic ne peut pas imposer la résolution, de faire réaliser le DTG. Néanmoins, moi, dans le cadre du projet de plan pluriannuel de travaux, ça permet d'avoir un plan complet. Donc le DTG, c'est l'analyse de l'état apparent des parties communes
Donc on va aller vérifier si l'ensemble du clos et du couvert est en bon état, et s'il n'y a pas de soucis de fuite ou de fuite à venir, par exemple au niveau des toitures, si il n'y a pas de vétusté sur les ravalements, si les équipements communs fonctionnent bien pour les eaux pluviales, les colonnes d'eau, etc. Donc là il y a vraiment un regard un peu général sur tout ce qui est commun à l'ensemble des occupants de l'immeuble. Voilà, c'est vraiment, ça me paraît être intéressant quand même de le faire dans le cadre du projet pluriannuel de travaux, parce que ça va porter sur l'ensemble des volets de l'immeuble. Si on ne part que sur le DPE, on a tout le volet énergétique, mais on n'aura pas les autres travaux voilà, à venir sur l'ensemble de l'équipement de l'immeuble. Donc le DTG complet, donc il y a l'état technique et il y a l'analyse des améliorations possibles et un chiffrage si partiel qui est réalisé avec différents modes de temps, c'est soit à court, moyen ou long terme. C'est moins précis que le projet pluriannuel de travaux. Dans le cadre du projet pluriannuel de travaux, si vous voulez avoir l'ensemble des volets, c'est-à-dire le volet énergétique et également la vie de l'immeuble avec un état des lieux, il n'est pas réalisé enfin en tout cas Gexpertise ne réalisera pas tout ce qui est l'analyse financière, puisqu'elle est faite dans le projet pluriannuel de travaux. Donc on va dire que on va réaliser un DTG light. On ne sera pas jusqu'au bout du DTG, mais on ne fera que les obligations, que la vérification de l'état technique de l'immeuble. Aymeric, pour rebondir ce que tu disais, et je pense que ça a répondu à l'une des questions de Martin. Il posait la question, et tu reviendras probablement sur les assurances et les capacités de réaliser justement des diagnostics. Est-ce que l'architecte de l'immeuble qui connaît la copropriété peut faire, lui, le DTG? Il n'a pas, pour moi, à mon sens, l'indépendance, puisqu'il est nécessaire pour le réaliser. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable techniquement de le faire, mais il n'est pas indépendant par rapport vis-à-vis de la copropriété. Mais globalement, il peut apporter les éléments. Et dans ce cas-là, vous avez le DTG, enfin on va dire l'état des lieux va être fait, l'état technique du bâtiment va être fait par l'architecte et ça peut être fourni pour réaliser le plan pluriannuel de travaux. Mais de manière générale, les architectes peuvent le faire. Hein. Ça, c'est le décret le stipule. Mais effectivement, là, il y a un problème d'impartialité. D'impartialité, ouais. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais en tout cas, il y a l'indépendance et pas complète, quoi. Voilà. Très clair, merci Aymeric. Voilà. Donc voilà, donc dans le DTG, on va aller vérifier donc effectivement l'enveloppe du bâtiment, la chaudière, tout ce qui est canalisation, ascenseur, etc. Donc on peut demander beaucoup de documents en amont pour savoir comment c'est géré, s'il y a un carnet d'entretien de l'immeuble qui peut être fourni et qui est intégré dans le DTG. Ça permet d'avoir des aides au niveau du diagnostiqueur pour avoir l'ensemble des informations nécessaires pour réaliser ce DTG. Donc voilà, donc dans le DTG, il peut y également avoir un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble qui est réalisé quand on ne réalise que le DTG. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour l'instant. On va passer sur la slide suivante. Ouais. Je propose qu'on passe sur la slide suivante. Mais effectivement, pardon, excuse-moi Ludovic, mais je crois que là, les questions, n'hésitez pas, hein, si nous n'avons pas répondu à certaines de vos questions. Normalement, j'ai pu faire le tour.
Si on peut juste synthétiser, Aymeric, en 3 mots avant de passer effectivement sur la partie chiffrage du PPT en termes de réglementation et d'obligation de réalisation de diagnostic entre le PPT, bon, qui a été évoqué très clairement sur les 3 dates échelonnées sur par rapport au lot de copropriété. Mais si on parle de réglementation et d'obligation de réalisation de DPE et de DTG, qu'est-ce que tu dirais synthétiquement pour qu'on comprenne bien l'agencement entre les 3? Alors, le DTG, ça va être l'état de conservation de l'immeuble, un état des lieux sur la vie de l'immeuble, savoir dans quel état il est, s'il n'y a pas de souci s'il n'y a pas de souci de dégradation plus rapide que prévu, de fuite, etc. Donc on est vraiment sur la sauvegarde du bâtiment en elle-même. Le DPE qui va être obligatoire avec 1 an de décalage par rapport au plan pluriannuel de travaux. Le DPE, c'est vraiment dans l'optique d'avoir des améliorations énergétiques. Donc on est vraiment sur des statuts un peu différents. Voilà. Et enfin, le plan pluriannuel des travaux est un document qui va reprendre les recommandations des 2 étapes précédentes. Voilà. D'ailleurs, s'il n'y a pas de travaux de prévus dans un DTG dans les 10 années à venir, le PPT n'est pas obligatoire. C'est une petite chose que je rajoute. Si l'immeuble est très très bien entretenu, il n'y a rien à prévoir. Eh ben vous n'avez pas l'obligation de faire un plan pluriannuel de travaux. Donc je pense que cette synthèse répond à votre question, Daniel, justement sur ce qu'apporte le DTG par rapport au PPT. Effectivement, il y a l'obligation de le réaliser dans le cadre des travaux, comme vient de le dire Aymeric. Si dans le DTG il n'y a pas de mention de travaux, donc le PPT n'est pas à réaliser. Mais il y a aussi un terme, et Aymeric, tu me corriges si je me trompe, mais sur la dimension et les données qui sont bien plus approfondies dans un PPT, et donc on va aller analyser de la donnée et donc donner des résultats beaucoup plus approfondis qu'un DTG. Oui, et puis surtout le DTG, c'est la partie, on va dire, terrain. Ça va être l'état, ça va être vraiment l'état des lieux. Le DPE, c'est aussi du terrain, alors que le plan pluriannuel de travaux, comme je vous disais, on peut être réalisé par n'importe qui a les capacités, les compétences pour, sans être allé visiter l'immeuble. C'est vraiment beaucoup plus administratif et un chiffrage que Ludovic vous présentera tout à l'heure. Et dernière petite question avant de passer sur la slide de Ludovic. Justement, Arnaud posait la question de savoir si le plan pluriannuel de travaux peut recommander par exemple un ravalement sur une cour intérieure, ou est-ce que c'est le DTG qui fait cette recommandation? Alors ça va être issu de l'état des lieux qui est dans le DTG le plan pluriannuel, enfin nous ce qu'on va réaliser c'est un projet, de toute façon le plan il va être voté par la copro à l'Assemblée générale, mais donc le projet va reprendre donc l'état des lieux et va le chiffrer de façon beaucoup plus précise et le dater aussi, va l'ordonnancer l'ensemble des travaux, ce que ne fait pas le DTG. Mais on repart des éléments du DTG. Merci Aymeric pour cette précision. Arnaud, n'hésitez pas à nous dire si c'est clair pour vous, si ça précise bien cela. Et je vais laisser du coup Ludovic présenter justement la fameuse partie sur le chiffrage du plan pluriannuel de travaux. Donc c'est une bonne transition par rapport à la question qui a été posée sur le ravalement. Donc ça c'est typique des opérations sur lesquelles nous, quand je dis nous, c'est Gexpertise Bâtiment et VRD dans le groupe, on est sollicité régulièrement par des syndics de copro pour accompagner dans des logiques de maîtrise d'œuvre. Et là on est, on va dire, un petit peu avant. On est à l'interface, on va dire, entre le diagnostic, le PPT et le début d'une maîtrise d'œuvre. Et c'est dans cela qu'on apporte un peu un élément différenciant dans la réalisation du plan prévisionnel de travaux, puisque donc étant certifié là par l'OPQTEC, qui est un organisme pour les économistes de la construction,
on réalise en fait les chiffrages en 7 postes qu'on a détaillés ici, que vous pourrez regarder tranquillement en mettant une pause quand ça sera mis en ligne sur YouTube. Et les 2 sujets sur lesquels moi je voulais vraiment attirer votre attention, c'est le fait qu'on ait des prix qui sont actualisés par région, puisque les coûts de construction dans un DTG qui peuvent sortir d'un logiciel lambda prennent cela rarement en compte, mais il y a des disparités quand même assez importantes. Évidemment aussi en fonction du nombre d'étages, on a remis là une espèce des plages de relevé de coûts de construction, et on peut l'adosser aussi à des coûts de réhabilitation qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la densité du bâtiment et voilà, et puis de l'endroit où il se situe, hein. Il y a des bassins d'emploi qui sont, on va dire, plus chers que d'autres en termes de main-d'œuvre. Et on fait aussi, donc, du coup, pour faire une synthèse sur l'ensemble des 7 postes que j'évoquais, des répartitions de coûts, pour voir un petit peu pour aider un petit peu aussi l'Assemblée générale a priorisé dans des logiques d'arbitrage, de travailler sur, en général, on demande de travailler sur les enveloppes, sur les couvertures, sur les menuiseries extérieures, et ensuite de travailler sur les équipements et les autres postes. Alors, à moins qu'il y ait une logique de travaux de sauvegarde d'urgence, et dans ces cas-là, ça passe encore avant. Hein, si on a souvent on minimise un peu le sujet des extérieurs des VRD, mais il peut y avoir un danger parfois à ne pas traiter des nids de poules qui se transforment en espace pour chapons, et donc faut traiter tous ces sujets-là donc d'abord dans l'ordre, dans la logique d'urgence et de sauvegarde, et ensuite en limitant les déperditions énergétiques et en traitant au long cours. L'entretien et un bon entretien du bâtiment, c'est le meilleur moyen de limiter de toute façon les coûts. Ce que disait Aymeric tout à l'heure, un bâtiment qui est très bien entretenu, il n'y a pas de surprise, hein, et l'Assemblée générale vote des travaux d'entretien assez régulièrement, et on n'a pas besoin de se prendre le coup de bambou qui était non prévu et qui fait trembler toute l'Assemblée générale. Ludovic, je me permets de rebondir justement sur les 7 postes que tu mentionnais en termes de chiffrage. On a une question de la part de Lionel qui demandait si effectivement le plan pluriannuel de travaux peut suggérer un chiffrage sur la solarisation d'un parking de copropriété, par exemple. Alors, il va y avoir il peut y avoir un DPE à l'immeuble dans lequel il y a des préconisations. Aymeric, tu me coupes si je dis des bêtises. Dans ces préconisations, alors il y a des préconisations un petit peu standards qui en général ne prévoient pas, je pense pas en tout cas, ce type de disposition. Dans le cadre du chiffrage du PPT, effectivement, on peut, en fonction de la configuration, se rendre compte qu'il peut y avoir une opportunité de solariser. On peut à ce moment-là faire un chiffrage. On ne fera pas d'études de solarisation, hein, puisque sinon on n'est pas sur les mêmes coûts, mais c'est une autre prestation qu'on peut réaliser, mais ça ne rentrera pas dans le cadre de la prestation du PPT, mais c'est une compétence que par ailleurs on a, et on peut donner ce conseil, et ce conseil-là, il peut tout à fait venir dans une ligne du PPT. Tout à fait. Pour ajouter quelque chose, de toute façon, dans le projet pluriannuel de travaux, il est aussi fait avec ce que les représentants de la copropriété souhaitent. Si évidemment ça semble cohérent de solariser, enfin de mettre des panneaux solaires sur le toit du parking, ça peut être utile d'en discuter aussi en amont et voir quel type de travaux vous aviez prévu d'amélioration sur l'immeuble, et voir comment on peut l'intégrer dans le plan pluriannuel. De toute façon, il y a c'est l'urgence qui va être gérée en traité sur les premières années.
Il y avait une question aussi de savoir comment on pouvait connaître le montant des travaux qui seront faits dans 5 ans. Je pense que on peut pas les connaître de façon hyper précise. On n'aura pas les projections de l'augmentation des prix, mais ça reste un ordre d'idée le plus précis possible au moment où le projet vous sera fourni. Ce qu'on ne connaît pas effectivement, c'est les prix qui seront pratiqués dans déjà l'année prochaine, on les connaît pas, donc dans 5 ans. Mais en revanche, on a une petite idée de la durée de vie des équipements, hein, des ouvrages. Donc ça permet déjà d'avoir un ordre de grandeur du quantitatif qui sera nécessaire de traiter. Après, il faut le multiplier effectivement avec un prix unitaire qui est prospectif, mais on n'est pas dans une boule de cristal, hein. Effectivement, et puis Ludovic, j'allais dire, tu es un expert dans le chiffrage, notamment dans le cadre des autres audits, hein, que ce soit les audits investisseurs, les audits résilience, les audits énergétiques. Et comme tu dis, on n'a pas de boule de cristal, mais effectivement, on a un maximum de critères et de facteurs qui amènent à des chiffrages précis avec des dimensions effectivement à prendre en compte pour pouvoir proposer des chiffrages optimisés. Mais bien évidemment, on n'a pas le pouvoir malheureusement de le lire dans l'avenir, sinon. Non, mais c'est bien que tu précises ça, Léa, parce que même si c'est pas forcément le public qui était venu entendre sur des sujets spécifiques là sur le plan pluriannuel de travaux, mais effectivement, il peut y avoir des immeubles qui sont soumis à des aléas climatiques. Ceux qui sont dont on parle beaucoup, c'est les îlots de chaleur urbains, mais ceux dont on doit aussi beaucoup parler, parce que là, il y a quand même une commune sur 2 qui est concernée par ça, c'est les inondations. Se prémunir des aléas de hauteur d'eau ou de vitesse de montée de crue. C'est des sujets aussi sur lesquels on peut vous accompagner pour essayer d'être plutôt dans l'anticipation que dans le fait de subir. Et ça peut aussi, de toute façon, il y a énormément d'assureurs aujourd'hui qui prennent les devants pour imposer finalement des audits de résilience climatique. Merci Ludo pour cette parenthèse. Effectivement, c'était ce à quoi je pensais. Est-ce que tu souhaites ajouter quelques éléments sur cette classe justement de chiffrage du plan pluriannuel de travaux, Ludovic ? Non, là, j'ai pas d'autres éléments, si ce n'est que ce qui va être pertinent, c'est d'avoir des prix qui sont frais. Donc c'est pour ça qu'on mettait moins de 12 mois et puis régionalisé. Donc ça, c'est vraiment un point qui, à mon avis, je ne pense pas figure de manière générale dans les PPT. Merci pour cette précision, Ludovic. Je crois qu'il y avait une question, je viens de me souvenir dans l'historique, à laquelle nous n'avons pas répondu dans les délais de réalisation d'un plan pluriannuel de travaux. Aujourd'hui, Émeric, Ludovic, si aujourd'hui, en date du 29 février, on vous fait une demande justement pour la réalisation d'un plan pluriannuel de travaux, quels sont les délais, les échéances, la partie terrain, la partie analyse, voilà. Est-ce que vous avez quelques échéances à nous communiquer ? Oui, ça va dépendre déjà de plusieurs éléments, des documents qu'on pourra avoir. Voilà comment on va procéder. On va commencer par faire une petite étude documentaire de l'ensemble des documents que vous avez, vous, sur la copropriété. Si vous avez déjà un DPE à l'immeuble, si vous avez déjà un DTG, pardon, si vous avez un carnet d'entretien à jour, etc. Donc ça va être faire une petite analyse là. Ensuite, on fait une visite terrain, plus ou moins longue en fonction de la taille de la copropriété, bien évidemment. Mais globalement, on va dire que pour tout ce qui est partie terrain et analyse documentaire et premier rapport DPE, DTG, on peut partir sur 15 jours, 3 semaines, vous avez l'ensemble des documents. Ensuite, pour tout ce qui est la rédaction du projet pluriannuel des travaux, ça va également assez rapidement derrière. Donc voilà, c'est en 3 semaines, 1 mois, vous pouvez avoir l'ensemble des documents. En cas d'urgence, évidemment, on peut le faire plus vite, mais voilà, de façon plus confortable pour nous. Voilà, puis qui nous permet ensuite
également d'échanger avec vous pour pouvoir présenter un projet qui soit cohérent entre l'état de l'immeuble et les souhaits de la copropriété. L'enjeu on va dire en termes de réactivité et d'avoir un timing qui est très, très court, en fait, c'est toujours pareil, hein, on est ensemble dans cette aventure. C'est la qualité des documents qui sont transmis et la visitabilité des lieux. Quand on a ces deux sujets-là, eh bien on peut compresser de 1 voire 2 semaines sur le délai global, hein. C'est vraiment là qu'on peut faire de l'optimisation. Super, merci pour ces précisions, messieurs. Le temps tourne. Nous avons encore 4 petites minutes pour terminer nos échanges. Je ne sais pas si, en attendant les dernières questions de nos participants, Ludovic, Aymeric, vous souhaitiez ajouter d'autres éléments ou est-ce que... Non, pas pour moi. S'il y a d'autres questions, effectivement. Je crois, quelques participants encore en cours de rédaction dans le fil de discussion, justement, pour encore quelques questions. En tout cas, merci pour vos interventions déjà, Ludovic et Aymeric. Et je tiens surtout à remercier les différents participants pour votre intérêt et la réactivité que vous avez pu avoir pendant ce webinaire. Et justement, une question de Daniel, l'architecte qui fait le PPE. Alors, le DPE peut-être. Peut-il surveiller les travaux ou alors, je pense que c'est plutôt le PPT du coup, mais l'architecte qui fait le PPT peut-il surveiller les travaux? Oui. Après, ça c'est une mission de maîtrise d'œuvre, hein. S'il vend un contrat de maîtrise d'œuvre, il n'y a pas de problème, hein. Ça, s'il voit ça avec la. Après, le syndic, j'imagine qu'il va il va consulter plusieurs maîtrises d'œuvre, dont cet architecte. Donc, cet architecte, s'il est mieux placé, il sera désigné par l'Assemblée générale. Et la maîtrise d'œuvre étant une compétence aussi que tu as en interne dans ton département, Ludovic. Je peux permettre de le rappeler. Merci de ce rappel. Et il n'y a pas de problème de déontologie. Donc, je pense que c'est sur le coup de l'impartialité, c'est ça? Non, c'est pas précisé par la loi pour la maîtrise d'œuvre. Pour la partie maîtrise d'œuvre. Très clair, merci Ludovic. Écoutez, mesdames et messieurs, si avec plaisir, Marie-Hélène, merci pour vos interventions, votre activité. Si pas d'autres questions supplémentaires, il ne me reste plus qu'à vous remercier à nouveau pour ce webinaire, autant les intervenants que les participants. Merci beaucoup pour votre activité. Vous avez nos coordonnées, évidemment, pour nous contacter, que ce soit pour un projet bien précis, que ce soit pour du plan pluriannuel de travaux, que ce soit pour des DTG, des DPE, et bien sûr la partie chiffrage, dimension économie de la construction et maîtrise d'œuvre que nous couvrons également. C'est, j'allais dire, la force de notre groupe aujourd'hui. Le groupe G-Expertise a une pluridisciplinarité d'activités, donc de compétences dans ces domaines-là, qui, vous voyez, ne sont pas dépendants des unes des autres, de ces activités, mais très complémentaires, et ça s'imbrique plutôt bien, notamment voilà, sur ces dimensions diagnostiques et d'audit sur lesquelles nous sommes en capacité de vous répondre. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez le webinaire en replay qui sera disponible, et donc pour toute question, n'hésitez pas à nous revenir, que ce soit vers moi ou bien évidemment vers nos experts Aymeric et Ludovic. Merci messieurs. Merci beaucoup. Et les slides sont du coup disponibles, pardon, je réponds à Marie-Hélène, mais les slides sont disponibles donc indirectement via notre webinaire. Mais en revanche, effectivement, Marie-Hélène, nous pouvons nous recontacter par mail et je vous enverrai un PDF, évidemment, de notre webinaire. Il n'y a pas de problème. Et voilà, vous avez les contacts. Super, merci Ludovic. Comme ça, vous avez les numéros de téléphone, les adresses mail. Mais Marie-Hélène, je vous enverrai ça par mail. Et parfait si déjà Aymeric a votre mail. C'est super. Oui, je l'ai. Mais je enverrai la présentation. Voilà. Super, merci beaucoup. Passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.